Être chef d'entreprise, c'est finir par réussir à force de ne pas abandonner. Cette citation, on la retrouve dans ce livre, Ma petite entreprise a connu la crise, le témoignage rare car authentique d'un entrepreneur qui lutte pour la survie de sa société. Et oui, le quotidien de l'entrepreneur n'est pas rose tous les jours. Derrière chaque success story se cachent souvent des difficultés, des doutes, voire des échecs. Nous en avons d'ailleurs parlé lors d'une précédente émission. Aujourd'hui, dans Startup, l'émission des entrepreneurs et de la création d'entreprises, nous allons parler de la réalité concrète de l'entrepreneur face aux difficultés. Les licenciements, le redressement judiciaire, le tribunal de commerce, mais aussi les retombées sur la vie familiale, l'angoisse, la perte de confiance en soi et également le rebond après la crise. Nous allons donc nous servir de ce livre comme d'un cas d'école pour évoquer ce sujet. Je vous rappelle également que nous sommes en direct dans cette émission. Vous avez donc la possibilité de nous poser toutes vos questions à nos invités ici présents. Nous y répondrons tout au long de cette émission. Pour répondre donc à toutes vos questions, nous avons deux invités. Nicolas Doucerin tout d'abord. Bonjour Kevin. Bonjour, vous êtes donc l'auteur de ce livre, Ma petite entreprise a connu la crise, mais également son acteur principal en tant que président de la société Solic, une société de conseil en recrutement. Voilà. À vos côtés, Thierry Jalon, bonjour. Bonjour Kevin. Spécialiste de la gestion de crise. Vous avez été contraint vous-même dans une vie intérieure à déposer le bilan d'une société. Il y a longtemps maintenant. Il y a longtemps. Vous avez rebondi, vous avez aidé de nombreux dirigeants à rebondir également. Et j'ai écrit une méthode. Et vous avez également écrit un livre, 7 étapes pour rebondir après une crise, que je vois là aux éditions Liaison. Vous êtes d'ailleurs vice-président de l'association Recréer, qui aide les chefs d'entreprise à rebondir après une étape de crise. Nicolas, on va commencer par vous, par votre expérience. Pour situer un peu le contexte, donc vous êtes un entrepreneur autodidacte, très précoce, puisque dès l'âge de 11 ans, vous avez créé vos premiers commerces, on va dire que ça comme ça. Solic, à 19 ans, vous reprenez la tête. Donc après vont suivre 12 années de croissance continue à 2 chiffres. En 2008, Solic, c'est 87 salariés, un investisseur qui met 1,5 million d'euros dans la société. Un beau succès, mais tout d'un coup, patatras, 15 septembre 2008, chute de Lehman Brothers. Et là, c'est la descente aux enfers, la déferlante, la vague, comme vous le dites dans le livre. Le tsunami même. Le tsunami. En 2 mois, vous perdez la moitié de votre portefeuille client. Ma première question, dans ce livre, on a vraiment l'impression, il est construit comme un thriller d'ailleurs, on a vraiment l'impression d'être à vos côtés dans les difficultés, on comprend avec vous votre incrédulité et le coup de semonce en fait, que représente la crise. On n'est pas préparé vraiment quand on est chef d'entreprise à vivre de telles situations. On n'y est jamais préparé, alors d'autant plus quand on est autodidacte, mais je dirais que même quand on est diplômé, c'est quelque chose qu'on aborde très peu. Or, il faut toujours le rappeler, mais le dépôt de bilan, quand on arrive à l'acte final, c'est un acte de gestion du chef d'entreprise. Et effectivement, c'est extrêmement violent pour l'individu, mais il ne faut pas sous-estimer non plus pour les salariés de l'entreprise, qui n'y sont aussi, par définition, pas préparés également. Thierry, j'imagine que vous avez dû voir beaucoup dans votre expérience de patrons qui ont eu cette même histoire de l'entreprise florissante et tout d'un coup, ça... J'en ai aidé pas loin de 150 maintenant à rebondir véritablement. Donc effectivement, on a un petit peu de statistiques. Et je ressens parfaitement ce que ressent Nicolas, puisque je l'ai vécu moi-même. Et puis la bonne centaine d'entrepreneurs que j'ai aidé à repartir a vécu la même chose. C'est une chute. Je pense que c'est une chute et c'est surtout le regard des autres qui est très difficile à vivre. Parce que alors que, comme le disait Nicolas il y a 2 minutes, vous êtes en train de prendre une mesure. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes sur votre bateau, il y a un coup de vent, vous prenez la mesure, vous prenez la décision qu'il faut prendre et cette mesure, elle n'est pas comprise. En face de vous, vous avez des gens qui amplifient la situation, amplifient les difficultés et qui d'un seul coup, d'une situation déclencheuse que vous auriez très bien pu traiter, peut-être pas dans l'immédiat, mais je dirais à très court terme, on rentre dans un maelstrom négatif où les choses s'aggravent parce que du coup les gens s'inquiètent. Plus on parle de vous négativement, plus ça s'inquiète, plus le problème grossit jusqu'à un moment donné où vous n'avez pas d'autre décision à prendre que celle de déposer le bilan. Et le dépôt de bilan en France, vous en avez 95% qui ne s'en sortent pas. Et c'est ça qui est dramatique aussi. C'est que le système global n'est pas fait aujourd'hui pour permettre un rebond aux commandes de votre entreprise. Alors le dépôt de bilan, on va en parler dans cette émission. Avant ça, il y a l'étape qui est un crève-cœur pour la plupart des chefs d'entreprise, pour la majorité j'imagine, c'est les licenciements. Vous y avez eu recours très tôt d'ailleurs, parce que vous vous êtes rapidement rendu compte que la crise allait être longue et dure.
Comment ça se passe? C'est vrai qu'entre le 15 septembre et le 15 novembre, mon entreprise, on est dans le service, on a perdu 55% de notre chiffre d'affaires en 2 mois. Donc c'est vrai que vous êtes obligé véritablement de prendre des mesures. Avant les licenciements, j'insiste bien, les premières mesures que j'ai prises, c'est la baisse de ma rémunération de 40%. J'ai demandé la même chose à mes actionnaires. Ça a été la suppression des voitures de fonction. Ça a été la baisse de l'ensemble des frais généraux. Et c'est seulement en 5e étape où... Quand ça devient inévitable. Où je me suis dit, je ne peux pas procéder autrement, où j'ai malheureusement dû procéder au licenciement économique. C'est important d'insister sur ce point-là parce que je pense qu'avant tout, si on veut réussir cette phase de rebond après, il y a l'exemplarité du dirigeant et de l'équipe dirigeante. Et je crois qu'aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs à la fois nos hommes politiques et nos grands patrons du CAC 40, c'est une leçon qu'on ferait bien en tirer parce que c'est extrêmement important dans le combat à venir. Ouais. Maintenant, le licenciement, quand on y est amené, c'est quelque chose de très difficile. D'abord parce que la législation française, le droit social en France est quelque chose d'extrêmement lourd, de compliqué, de contraignant. Pas tellement d'ailleurs encore pour le chef d'entreprise, mais beaucoup pour les salariés. Quand vous licenciez avec des critères, on est limité, il faut faire un PSE. Mais qui dit PSE coûte beaucoup d'argent de trésorerie. Or, comme vous êtes proche d'un redressement judiciaire, par définition, vous n'avez pas cette trésorerie. Donc, on est pris dans un espèce d'engrenage. Et autant parfois, on sait que c'est déjà très difficile de licencier un collaborateur qui a fait une faute ou qui est en rupture par rapport au projet. Là, c'est pas de sa faute, autant licencier des gens que vous avez recrutés, sur lesquels vous les avez formés, vous y êtes investi, la personne s'y est investie, et on est obligé d'arrêter cette histoire parce que c'est l'économie, c'est la finance là qui guide clairement le choix. C'est quelque chose qui est très douloureux, très difficile, encore une fois pour le patron, mais terriblement difficile pour les salariés qui vont être amenés à quitter l'entreprise et encore plus pour les salariés qui restent dans l'entreprise. Et l'opinion a la tendance à critiquer le chef d'entreprise quand il licencie. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le chef d'entreprise n'a aucune envie de se séparer de son équipe. Absolument aucune, parce que c'est les forces vives. Dès qu'on se débarrasse, et c'est comme ça que c'est ressenti, c'est pour ça que j'utilise ce terme très fort, dès qu'on se débarrasse de quelqu'un, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'on fait partir de l'entreprise quelqu'un qui est utile à l'entreprise et qui va être utile à son rebond. Donc c'est un crève-cœur humain quand vous êtes au contact de l'entrepreneur, mais c'est en même temps une obligation du système. Si on avait d'autres solutions, en particulier sur d'autres formes d'économie, voire des possibilités de report, si on pouvait mettre en œuvre les conditions du redressement sans passer par le redressement, ça existe un petit peu avec le mandat ad hoc, mais c'est pas complètement rodé et les contraintes sont trop importantes. Mais si on pouvait effectivement avoir toutes ces conditions sans avoir la tutelle judiciaire, sans avoir, tout ce flot d'inquiétude générale, je pense qu'il y a bon nombre d'entreprises qui feraient leur procédure de redressement dès le premier jour, parce que c'est ce que font les chefs d'entreprise dans 9 cas sur 10. Vous en avez quelques-uns qui vont prendre d'autres voies, mais la très grande majorité, ils commencent par prendre des décisions d'économie, par se l'appliquer à eux-mêmes. Il ne faut pas oublier qu'en France, 93% sont des très petites entreprises, 97% des petites entreprises, donc ce ne sont pas des gens, ce sont des gens qui sont au contact des hommes, n'ont aucune envie de se séparer de leur équipe. Oui. Il y a une question, je rebondis sur c'est le même sujet, donc une question d'un internaute, Agathe, qui nous demande, plutôt que de tailler dans cet effectif, elle parle du patron de Donatello, Antonio Dapote. Il a préféré proposer une diminution momentanée des salaires. Est-ce que c'est une mesure qui est envisageable de diminuer tout le monde les salaires avant de licencier? Qu'est-ce que vous en pensez de cette… Si vous voulez, c'est très compliqué. D'abord, au niveau du droit social en France, ça ne se fait pas comme ça, parce qu'on touche aux acquis. Deuxièmement, pour que… Ça dépend du contexte de chacune des entreprises. Moi, en l'occurrence, pour ma part, je perdais quand même à ce moment-là 400 000 € par mois. J'avais 2,5 millions de trésorerie disponible. Mais enfin, on comprend très vite qu'en 6-7 mois, c'est totalement dilapidé. Quand vous embauchez des cadres, vous avez 3 mois de préavis. Tout ça prend beaucoup de temps et coûte beaucoup d'argent. Donc, si c'est diminué de 5, 6, 7% le salaire, on voit bien que même sur l'ensemble, ça ne suffirait pas. Encore faudrait-il qu'il y ait l'unanimité. Enfin, tout ça est très, très compliqué. Et encore une fois, c'est un problème de droit social qui ne facilite pas la vie du chef d'entreprise. Et pour revenir tout à l'heure sur ce qu'on disait, en 2 mots quand même, il ne faut jamais oublier, c'est un des problèmes que l'on a en France, c'est qu'un chef d'entreprise, je parle des vrais patrons, des entrepreneurs, de TPE, de PME, ce sont avant tout des bâtisseurs. Il ne faut jamais l'oublier. Le but d'un chef d'entreprise, c'est de bâtir, c'est de construire, ce n'est pas de licencier. Je m'insurge quand je vois et qu'on traite parfois des grands patrons qui licencient massivement.
Là, on ne parle pas toujours, j'en suis désolé, de vrais patrons. Moi, je parle de ceux qui ont misé, qui ont des cautions personnelles, qui ont mis leur maison, qui ont mis leur engagement, leur investissement. On est avant tout des bâtisseurs, on n'est pas là pour détruire des emplois, on est là pour créer de la richesse. Et qui vivent au quotidien avec leurs gars. Ils n'ont aucune envie de le licencier. Quand vous avez formé quelqu'un pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans, le faire partir, ça n'a aucun intérêt. On a une question encore d'un internaute, Loïc, qui nous demande au niveau de la communication en interne, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il faut dire à tout le monde les difficultés de l'entreprise que l'on vit, ou est-ce qu'au contraire, il faut les maintenir un peu dans le brouillard et éviter la panique? Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Moi, c'est la question qu'on m'a souvent… La recette miracle, si vous voulez. Il y a un moment donné, quand vous êtes au bord du gouffre, moi, j'ai choisi la transparence. J'en veux pour preuve d'ailleurs, j'en ai écrit un bouquin et que je me suis intégralement livré dans ce bouquin. Je crois que c'est pour ça que ça en fait un témoignage extrêmement sincère et authentique et qui plaît beaucoup. Mais vis-à-vis de mes salariés, j'ai toujours été très transparent. On va répondre simplement à vos internautes. Est-ce que j'ai dit toute la vérité? La réponse est non. Mais j'ai dit 98%. Un exemple. Quand j'ai préparé un dépôt de bilan, ça se prépare. C'est terrible, mais pour déposer le bilan, si on veut avoir une chance de rebondir, il faut avoir de l'argent. Et je l'explique dans un des passages, notamment dans ma relation avec les banques, etc. Je savais 2 mois et demi, 3 mois avant que j'allais déposer le bilan. Je ne l'ai pas dit aux salariés. Les salariés ont été prévenus 15 jours avant. Pourquoi? Parce que si je l'avais dit, en l'occurrence, 2 mois et demi, 3 mois avant, ça aurait été une panique totale. Vous l'expliquez dans les livres d'ailleurs. Et je l'aurais expliqué et je n'aurais pas pu tenir les équipes. Donc voilà les limites de la vérité. Par contre, mes collaborateurs étaient informés le 30 de chaque mois du chiffre d'affaires, des résultats financiers, du niveau de la trésorerie. On me pose souvent la question quand on dépose le bilan, est-ce qu'on peut répondre encore à des appels d'offres? J'ai remporté énormément d'appels d'offres dans le secteur public et privé. Mais qu'est-ce que j'ai pris comme engagement? J'envoie le 30 de chaque mois aux directions financières et à mon décideur mon compte de résultats, la situation de ma trésorerie, les coordonnées de mon administrateur judiciaire. Et là, vous recréez un climat de confiance. Et ça a très bien fonctionné dans le cas de Solic. Mais c'est extrêmement contraignant. Mais c'est très contraignant. C'est lourd. C'est très très lourd à gérer. Et la transparence, de toute façon, je rejoins l'avis de Nicolas, elle est essentielle. Il faut aussi beaucoup de psychologie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une transparence en mettant brut de décoffrage sur la table tous ces états d'âme et toutes ces difficultés. Le chef d'entreprise doit rester le chef d'entreprise dans cette phase de difficulté, donc il doit conserver les manettes et la confiance de son équipe. Par conséquent, il doit rester maître à bord, il doit maintenir un esprit de confiance, donc un esprit positif. Ces états d'âme, il doit les garder pour lui. Ça ne s'appelle pas de la transparence, ça s'appelle de la démission. On garde pour soi ces états d'âme, on garde pour soi le fond du détail des difficultés, c'est à nous de les gérer, c'est à nous de prendre les bonnes décisions pour les prendre. Par contre, de dire aux gens, quand on sait qu'on ne peut plus faire marche arrière et qu'on a commencé à préparer les solutions et qu'on sait où on va, de leur dire, voilà, la situation elle est inéluctable, j'ai pris telle décision, on va dans telle direction, on va rebondir de telle façon. Et là, à ce moment-là, on emmène tout le monde avec soi. Parce que si vous venez uniquement avec des angoisses sans apporter les solutions, vous créez un accélérateur de difficultés. On a une question, Edouard, qui nous demande comment réformer le droit du travail, le droit du licenciement, pardon. Je vous propose de revenir à la fin de cette émission sur cette question. Edouard, on répondra à la fin. Ça a lien avec votre blog. On va parler, pour suivre la chronologie, du dépôt de bilan, on en a parlé justement. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'au moment où la personne qui vous conseille de déposer le bilan vous le dit, vous découvrez un peu ce qu'est un dépôt de bilan. Enfin, vous êtes surpris, vous ne pensez pas que c'est cet acte de gestion comme vous dites? De toute façon, tout est surprenant. C'est-à-dire que la première fois, quand je suis allé voir mon conseiller fiscal, il m'a dit « Nicolas, il faut que tu envisages de déposer le bilan ». Pour moi, déposer le bilan, c'était la faillite, c'était terminé, fini. Bon. Et je me suis aperçu… J'ai fait une formation en cours accéléré. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a pris 2 heures, il m'a expliqué les rudiments. Il m'a mis entre les mains d'un spécialiste. Et puis, il m'a fait surtout rencontrer un administrateur judiciaire. Voilà, je l'ai rencontré pendant 2 heures avant, qui m'a expliqué. Ça a permis de dédramatiser la situation, de m'y préparer. Mais c'est comme quand vous arrivez au tribunal. L'arrivée du tribunal, on parlait tout à l'heure du problème d'ego. Bon, la première fois que je suis arrivé au tribunal de commerce de Nanterre, vous savez, vous arrivez, c'est un tout petit monde, vous avez votre administrateur, le juge, tout le monde se dit bonjour, va bien. Puis on arrive, on dit dossier numéro 237, Solic, 10h15. Et puis là, on vous dit non, bon, on va le passer plus tôt, le dossier est simple, on le passe à 9h30 celui-là. Et là, vous dites, attendez, là, vous parlez de mon entreprise, là. Vous affichez devant tout le monde, vous avez des dizaines de personnes
où ça fourmille un petit peu dans C'est l'ensemble, public. c'est public, et si vous voulez, vous dites, mais attendez, mais vous avez l'impression d'être attaqué. Hein. C'est un peu, je prends toujours ce même symptôme, malheureusement, quand certains sont malheureusement frappés par une grave maladie. Le médecin traite ça toute la journée, bon, mais vous, c'est votre maladie. Et bien là, on vit, je trouve, exactement la même chose. Hein. C'est quelque chose, c'est vraiment, on le vit comme une attaque personnelle. Dans votre livre, 7 étapes pour rebondir, que je remontre aux téléspectateurs, la première étape justement pour rebondir, vous dites faire l'inventaire des pertes, à commencer par soi-même, par l'ego. Ouais. L'entrepreneur, il prend un choc psychologique dans cette… Je dirais même que la seule vraie faiblesse de l'entrepreneur qui continue à se battre tous les jours pour sauver sa boîte et pour continuer, c'est lui-même. C'est sa seule vraie faiblesse, c'est son ego. Et c'est normal. Je dirais pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire, pour pouvoir développer ce que disait Nicolas tout à l'heure, un chef d'entreprise, et là on parle de 97% des chefs d'entreprise, hein, ceux qui ont des PME entre les mains, qui les ont pour la plupart créés ou rachetés, mais qui les développent eux-mêmes au quotidien, ces gens-là, ils veulent construire. Et donc, pour construire, ils veulent que leur entreprise soit la plus belle. Comme un architecte veut construire la plus belle maison ou le plus bel immeuble, un chef d'entreprise, il veut construire la plus belle entreprise. Alors, chacun avec son ambition personnelle, mais c'est ça l'objectif. Et donc, quand vous êtes obligé de déposer le bilan, et je reviens sur la formule, parce que effectivement, pour tout le monde, c'est considéré comme la fin, et c'est bien ça le problème. C'est que du fait que c'est considéré par tout le monde comme la fin, pour 95% des entreprises, c'est la fin. Parce que tout le monde se dit, il est fini. Donc, il est fini, on ne lui fait plus confiance. Bien sûr. Et la réaction derrière, elle vient en chaîne comme ça. Alors, il y a une question qui tombe très bien, une question d'Éric. C'est une question que je voulais justement vous poser. Quelles ont été les conséquences sur votre vie personnelle? Alors, je voudrais un peu situer le contexte. Dans le livre, vous le dites d'ailleurs très bien. Votre situation personnelle et professionnelle sont extrêmement liées. Vous êtes caution personnelle de l'entreprise, vous avez votre famille qui travaille aussi dedans, vous êtes amené à licencier vos sœurs, c'est aussi une période assez difficile. Et cerise sur le gâteau, votre femme est enceinte à ce moment-là. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on arrive à… Il y a une phrase qui vous dites la responsabilité était dévorante. Vous savez, c'est terrible lors de on va parler donc à Eric qui pose cette question. C'est une étape qui est extrêmement importante. C'est ce qui me vaut d'ailleurs dans le bouquin d'évoquer dans la partie conseil pratique. Hein, je parle du syndrome du super-héros. On parle de l'équilibre psychique et physique. Quand je passais mes journées, mes 14-15 heures à travailler comme un fou pour essayer de trouver les meilleures solutions pour sauver mon entreprise, quand je reprenais ma voiture le soir, je rentrais. D'abord, j'avais caché un tout petit peu la vérité à ma femme et mon entourage. Ils ont fini par le savoir assez rapidement, mais je n'expliquais pas concrètement l'ampleur de ce qui pouvait arriver, mais je rentrais tous les soirs avec en tête, demain, je vais voir les huissiers qui vont arriver, ils vont me saisir ma maison, parce que j'ai des cautions personnelles très importantes. Il y a ma femme qui m'annonce le 24 décembre au soir, elle m'offre des petits chaussons, l'échographie, elle m'annonce qu'on attend notre 3e enfant, on avait mis 1 an pour avoir notre petite fille. Bon, j'ai eu 2 secondes de bonheur et tout de suite l'angoisse est remontée en disant mais est-ce que je vais avoir les moyens ne serait-ce que de lui payer une chambre? Vous imaginez la faillite, donc le dépôt de bilan, la mise en faillite de votre entreprise, c'est pas de chômage derrière, c'est dans mon cas personnel une dette de plus de 2,5 millions d'euros. Vous vous retrouvez fiché à la Banque de France à titre personnel et professionnel, on pourrait parler de la cotation du dirigeant, ça peut être un autre sujet. Enfin, vous êtes pris de cette angoisse et c'est un combat et une lutte permanente. Et juste un point, lors du premier ouvrage, vous savez, j'ai reçu un témoignage d'une femme extrêmement bouleversant, il y en avait 2 pages et demie. Elle m'a dit « J'ai beaucoup apprécié la lecture de votre livre, cette sensibilité, parce que mon mari a connu la même chose que vous, sauf que maintenant, il a mis fin à ses jours. Et grâce au livre, j'ai pu découvrir ce que vit réellement le chef d'entreprise et j'avais totalement sous-estimé à l'époque l'impact psychique que ça pouvait provoquer chez cet entrepreneur. Et on le voit, il y a malheureusement trop de drames et ce témoignage, c'est aussi pour démontrer qu'on peut s'en sortir, que l'on peut rebondir, qu'il y a des moyens, mais voilà, c'est un long combat. Et c'est pour ça qu'on a créé l'atelier d'ailleurs, pour justement que les gens dans ces phases-là ne restent pas seuls. Qui puissent trouver des interlocuteurs, qui puissent trouver des gens qui ont connu ça. Donc, ils n'ont pas en face d'eux des conseils qui vont leur dire va dans telle direction ou va dans telle autre. Parce que ça, ils ont pléthore de conseils. Ce sont des gens qui ont vécu ces situations-là et c'est sous forme d'atelier. Donc, c'est un débat informel. Et ça permet aux entrepreneurs de venir discuter, expliquer ce qu'ils ressentent. Et dans 90% des cas, au début, les premières séances, c'est que du ressenti.
Parce qu'il faut d'abord enlever, on parlait de l'ego tout à l'heure, il faut d'abord enlever tout l'irrationnel pour pouvoir se dire finalement c'est pas si grave, j'ai ça, ça, ça et ça comme solution, j'y vais et je reprends et je rebondis. Voilà. On va finir cette émission en encore 3-4 minutes. Si vous avez des questions à poser, c'est encore l'heure. Sur justement l'aspect rebond, la question, donc ce livre est une réédition en fait. Il est ressorti hier avec une version augmentée. Il y a un chapitre qui s'appelle 2 ans après. Où en est Solic maintenant ? Solic maintenant, le combat, comme je dis, être entrepreneur, c'est une épreuve de résistance. Hein. C'est finir par réussir, comme j'ai dit, à force de ne jamais abandonner. Voilà, c'est un long combat. J'ai remboursé mes premières échéances la première année, deuxième année. Vous êtes sorti donc du redressement judiciaire. Voilà, on a fait valider un plan de continuation avec tous les freins, toutes les difficultés qu'on peut difficilement évoquer là, mais d'où mon combat un petit peu et le témoignage que je souhaite apporter, parce qu'il y a le problème du financement. Un point en 30 secondes. L'année dernière, j'avais dégagé un peu plus de 500 000 € de trésorerie. J'ai écrit aux 7 plus grandes banques françaises pour placer cette excellente trésorerie en 6 caves monétaires. J'ai eu 7 refus. Pourquoi ? Parce que Solic a déposé le bilan. Donc quand ils rentrent leur algorithme, ils voient que Solic est passé par la case redressement judiciaire à un moment donné, donc peu importe la demande que vous faites ensemble, c'est stoppé. Bon, voilà, donc tout ça pour dire que c'est pas facile, mais en tout cas, on se bat, on a plein d'optimisme. Solic suit son chemin, pour le moment rembourse ses échéances. Il me reste encore de longues années de remboursement. On a revécu une crise assez difficile entre septembre et fin décembre qui est liée au marché de l'emploi et que tout le monde ressent malheureusement au travers de nos économies. Disons que je suis plus optimiste quand même sur février et la suite de l'année par rapport à notre carnet de commandes. J'imagine que l'édition du livre aussi, vous avez des retours, énormément. Le retour du livre, j'ai des lettres de témoignages de salariés, de chômeurs, de chefs d'entreprise, de cadres, de femmes, beaucoup qui ont été, je pense, touchés. Et on a décidé de ressortir cette édition, de l'augmenter pour poursuivre ce témoignage à travers notamment des conférences, des animations, du bénévolat, de l'accompagnement de dirigeants aussi. Et pour, essayer de mettre l'entreprise au cœur de notre économie et au cœur des campagnes présidentielles et législatives qui arrivent parce que, sans nos entreprises, ça représente quand même pas loin de 71% de la richesse nationale. Il ne faut jamais l'oublier. L'entreprise, les TPE-PME, c'est 71%. Thierry, sur la question des rebonds, vous avez faire l'ouvrage. Là, il me reste trop peu de temps pour expliquer la méthode. Ça va être difficile de tout parler. Je pense que le mieux, on peut le récupérer sur Amazon. Hein, j'ai pas de droit dessus, je les ai donnés à l'association. Et ça sert à aider les chefs d'entreprise. Ceux qui sont vraiment en difficulté, qui prennent contact, www.recréer.com sur Internet, ils prennent contact avec nous, ils viennent à l'atelier, qui ne restent pas dans leur coin. Tous ceux qui viennent à l'atelier ont connu la situation et seront là pour leur donner un coup de main. Et ce n'est pas négligeable. On a connu ça, on sait très bien ce que c'est que d'avoir l'ego et de se dire je vais y arriver tout seul. Mais on sait tous aussi, parce qu'on y est passé, qu'on n'y arrive pas seul. On va finir cette émission par la question dont vous avez parlé de Edouard, qui lui demandait faudrait-il réformer le droit du licenciement et les prud'hommes et surtout comment ? Alors, est-ce que faire une émission rien que sur ça. Il y a un constat qui est très simple. En 7 ans, le Code du travail est passé à peu près de 1200 pages à 2580 pages. Voilà. Nous avons des législateurs qui ont empilé les lois les unes sur les autres en permanence sans aucune cohérence globale, ce qui fait qu'on a perdu considérablement en réactivité, en souplesse par rapport à d'autres pays. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas une émission qu'il faudrait faire, c'est faire un audit complet de l'ensemble du droit social. C'est une réforme profonde et majeure. C'est un des très gros freins de la France aujourd'hui, hein, et j'en suis la preuve même. Un exemple, la mise en place du chômage partiel, encore une fois, le gouvernement vient d'en parler. J'ai mis en place le chômage partiel chez Solic, j'avais 7 bureaux, d'accord ? C'est 7 formulaires différents. C'est rentrer en contact avec 7 inspections différentes. Certains donnaient leur réponse sous 15 jours, d'autres sous 1 mois. Quand vous coordonnez ça, quand vous êtes un grand groupe, vous avez une DAF, vous avez un DRH, vous avez des moyens, vous payez des conseils. Encore une fois, 95% des entreprises sont des TPE, des PME. Elles n'ont pas les moyens et la structure nécessaire pour adapter et agir au même titre qu'un grand groupe. Donc le problème de notre législateur, c'est qu'il a créé des lois pour les grands groupes. Il a juste oublié une chose, c'est 95% des entreprises sont des TPE et des PME. Donc on retrouve toutes ces idées d'ailleurs sur votre blog nosPME-ont-du-talent.fr où on défend justement les entreprises. Et je précise juste aussi que
c'est identique pour moi, mais l'intégralité des droits d'auteur de cet ouvrage vont directement à Solic, donc ça contribue au redressement de Solic, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots. Très bien, merci beaucoup messieurs. Donc merci, je Kevin. rappelle vos livres. Donc Nicolas Doucerin, Ma petite entreprise a connu la crise. L'édition 2 est sortie hier chez tous les bons libraires. Thierry Jalon, 7 étapes pour rebondir après une crise, voilà, aux éditions Liaison. Et je vous conseille également un petit ouvrage de Philippe Ayat, Entreprenez. Voilà, un petit livre qui donne envie d'entreprendre, qui donne la vocation, plein d'optimisme. Merci à vous encore, messieurs. Merci, Kevin. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours. Le 8 mars à 17h30, nous parlerons cette fois-ci de la peur, l'entrepreneur et la peur. À très bientôt. Au revoir.